Et moi, comme j'ai lu le programme jusqu'au bout, j'ai vu que je parlais de la période 68-71. C'est pour ça que je suis très content de retrouver ici pas mal de jeunes camarades. C'est une période évidemment incroyablement riche. Hein. Il y a mai 68, et l'après-mai, il y a le congrès de Dijon en 69 et ses suites, les 17 thèses, le socialisme autogestionnaire, l'union prioritaire avec les forces du mouvement de mai, et puis il y a l'élection présidentielle de 69, l'élection législative partielle des Yvelines, en 69, Michel devient député, et la période va se conclure par le fameux congrès de Lille en 71, où se règlent les comptes entre réformisme et révolution. Alors, je ne vais pas essayer de vous faire une fresque de la période, surtout dans le temps imparti. J'ai pris des notes pour vous parler pas plus de 2 heures, 2 heures et demie, mais Martine m'a dit que quand elle n'en pourrait plus, elle m'arrêterait. Donc on va voir sa capacité à me supporter. Donc, je ne veux pas faire une fresque, je vais probablement plus parler comme témoin, et du coup, mon cher Jean, autant comme Gilbert Hersey que comme Roland Quérol, plus que je ne ferai une introduction thématique. Un petit rappel biographique me concernant. Michel est élu, vous en avez parlé ce matin, je ne pouvais malheureusement pas être là, secrétaire national du PSU en octobre 67. Le lendemain de ce congrès, je petit déjeune avec lui, près de chez lui à l'époque, aux Deux Magots, et il me dit bon ben maintenant les mecs comme toi, vous n'allez pas rester en dehors, hein, il faut m'aider. J'ai pas tellement de gens sur qui je puisse compter au fond, il faut que tu viennes. Et on conclut que je vais l'aider à m'occuper de le faire connaître dans la presse et m'occuper de sa communication. Je le fais sans adhérer au PSU, je lui dis je ne me vois pas adhérer à un parti politique. Il me dit bon, bah, ça n'a pas d'importance. Et je n'ai adhéré au PSU qu'en mai 68, à la section de Boulogne, mais j'ai assez bizarrement servi de directeur de la communication, du secrétaire national du PSU, en allant très souvent au siège du PSU. Michel avait d'ailleurs oublié, je crois que j'étais même pas membre du PSU, puisqu'un jour, il y avait, je ne sais plus si ça s'appelait encore CPN ou déjà DPN, mais il y avait une réunion de ce genre au siège du parti. J'étais là en train de parler avec lui, la réunion va commencer, ils n'avaient pas désigné de président de séance. Et Michel me dit, mais Roland préside. Je dis, je ne suis même pas membre du parti. Bon, c'était comme ça qu'on travaillait avec Rocard. Donc, je vais me border sur ces 4 années à égrener quelques souvenirs en espérant qu'ils vous paraîtront significatifs et sûrement sans éviter les banalités. D'abord, quelques phrases sur mon souvenir de Rocard en mai 68. D'abord, je dois dire le bonheur de Michel Rocard en mai. Il a adoré mai 68 par tous les fibres de sa peau, que ce soit les moments de négociation, les moments de balade dans les rues, les rencontres avec les gens. Il a vraiment, je crois, éprouvé une véritable jouissance à chaque minute du mouvement de mai. Deuxième chose, il a eu tout de suite, à partir du 16-17, le sentiment d'être au cœur du mouvement. Le sentiment que sans lui, sans le PSU, il n'y aurait pas le même mouvement de mai. Et d'ailleurs, ça a fait que beaucoup d'entre nous avons ensuite été sûrement un peu étonnés par la captation d'héritage qui a été faite du mouvement de mai par nos amis trotskistes. Ça a énervé beaucoup d'entre nous. Lui s'en est complètement foutu. Il n'a jamais été un homme qui s'occupait beaucoup de ce qui s'était passé. Mais voilà, c'est vrai qu'il y avait pendant mai le sentiment d'être au cœur politique du mouvement. Ensuite, je dirais même le plaisir à arpenter les rues avec Krivine. Je ne sais pas si vous vous souvenez du nombre de balades dans Paris, Rocard, Krivine, Co. Vous vous souvenez peut-être que c'était du temps où les camarades du service d'ordre de la Ligue nous apprenaient les chants bolcheviques. Eh oui. Et oui, mais l'heure a sonné, et le peuple vainqueur. Bon, eh bien oui,
il était content chaque fois qu'il revenait. Je ne les ai pas toutes faites, mais lui, alors oui. L'impression aussi chez lui, j'égrène, j'ai dit, l'impression d'être plus raisonnable et surtout plus responsable, plus politique que l'extrême gauche. Je me souviens qu'un jour j'avais commis, je ne sais où, probablement dans Politique aujourd'hui, un papier où je parlais de la nouvelle extrême gauche. Et il me regarde entrer dans son bureau, il me dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Roland? Tu te sens d'extrême gauche, toi ?» Moi, jamais une seconde. Bon. La volonté aussi, dans ce mois-là, d'être toujours au coude à coude avec le mouvement syndical, et d'abord avec la CFDT. Peu d'heures se sont passées sans contact, sans discussion, avec Edmond Maire, avec Marcel Gonin, mais aussi avec Descamps, avec Détraz. Voilà. C'était le syndicat des copains, et à l'époque, pour la CFDT, le PSU, c'était le parti des copains. Alors évidemment, Ergon, lui, s'occupait de l'UNEF, et Michel ne s'en occupait guère. Mais enfin voilà, cette volonté absolue qu'il y ait ce lien permanent entre le politique et le syndical, et vous savez que ça a effectivement pas mal fonctionné. Je m'étais marqué ici la déclaration de la CFDT du 16 mai, peu importe, mais voilà, tout ça n'est pas indifférent à l'existence même de ce lien entre le PSU et la CFDT. Évidemment, concernant les politiciens, vous avez dû parler ce matin sûrement de l'entente évidemment impossible en quoi que ce soit avec Mitterrand, mais de la relation filiale que Michel entretenait avec Mendes, mais j'y reviendrai peut-être sur l'année prochaine, si j'ose dire. L'essai donc, à partir de tout ça, de faire converger la CFDT, la CGT, je vous rappelle qu'on est à l'époque dans une période d'unité d'action syndicale, la CGT, la CFDT, Mendes France, tout en étant fidèle au mouvement et allié avec ses composantes révolutionnaires. Reconnaissons que, revu de maintenant, ça paraît inouï. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché. Mais c'était ça, la volonté politique qui animait Michel et ceux d'entre nous qui étions autour de lui. Un mot pour dire que Mendes aussi était heureux en mai. J'étais très frappé, hein, je le rencontre un jour au quartier latin, quelque part entre le 15 et le 20 mai, et je lui dis, mais vous avez l'air extrêmement content. Il me dit, oui, vous voyez, ça se passe comme je l'avais dit, la Ve République va s'effondrer sous les coups du mouvement. Je lui dis, mais c'est pas tout à fait le mouvement auquel vous aviez pensé. Il me dit, écoutez, je n'ai jamais dit que le sang coulerait dans les rigoles, je me souviens de cette phrase. Mais voilà, le peuple ne supporte plus ce régime. Bon. Il était heureux, il était aussi fatigué. Et je crois que ça joue beaucoup dans la difficulté qu'a eu Mendes de tenir sa propre ligne, de laisser de promouvoir un gouvernement provisoire. Je me souviens d'une réunion avec les dirigeants syndicaux qui attendaient de lui des directives précises sur la conduite et où Mendes, c'était le soir, à la vérité, s'endormait. Il y a eu Charletti à la fin. Je me souviens que c'est Jean Arthuis qui avait réservé le stade au téléphone. Et le fait que, pour certains, Charletti, c'était encore le mouvement de mai, et peut-être même une relance de l'espoir. Moi, je témoignerai volontiers que pour Michel Rocard, c'était l'enterrement. Il savait qu'à partir de là, c'était fini. Et je le disais tout à l'heure, fini, et on clôt une période et on en ouvre une autre, sans jamais arriver à exprimer de vrais regrets pour ce qui vient de se passer. On est déjà dans le dossier suivant, la période suivante. Maintenant, quelques mots sur l'élection présidentielle de 69. Nous nous installons pour faire cette campagne dans des locaux de la rue de Rivoli, pas très loin de l'actuelle fondation du président Hollande. Et dès le premier soir de notre installation, nous apprenons que, à l'époque, vous vous rappelez qu'on passait très peu à la télévision et que
les seules possibilités étaient la campagne officielle, nous apprenons que nous passons dès le lendemain, dans la première série, à la télévision. Alors on se dit qu'il faut préparer ça. Claude Neuschwander va chercher de l'avantage de travailler dans la publicité, un magnétoscope et une caméra. Michel va commencer dans son coin à écrire un texte et il va venir nous dire le texte et nous allons être surpris. Moins surpris que le PSU le serait le lendemain, mais surpris quand même, puisque c'était le texte autour de reconstruire la gauche. Ma candidature a pour vocation d'aider à reconstruire la gauche. On se regarde, pour tout vous dire, ceux qui sont là, rue de Rivoli, on est plutôt d'accord avec ça. Mais on se dit, oh là, jamais le PSU va encaisser ça. Et en effet, le premier coup de téléphone, le lendemain soir après l'émission, c'est celui de Marc Ergon, qui dit quoi, reconstruire la gauche? Vous avez vu ça dans quel texte du PSU? Et là, on a donc compris qu'il fallait que le PSU fasse son chemin, et nous le nôtre, pendant une campagne présidentielle. Heureusement, c'était une campagne très courte, hein, vous vous rappelez, c'était la mort d'un président, donc on avait à peine un vrai mois de campagne. Et donc on a travaillé en parallèle, et avec comme c'était Marc qui était le plus souvent en contact avec nous, les maugréments permanents de Marc, et les haussements d'épaule de Michel. Mais en même temps, dans une assez belle entente, parce qu'à aucun moment, le PSU n'a renâclé à un travail militant harassant au service de la candidature. Donc voilà, c'était pas tout à fait la ligne du parti, mais c'était quand même le candidat du parti, et là, la discipline, et je dirais même souvent l'enthousiasme, a quand même joué. Donc voilà, dans les relations avec le PSU, un mois très particulier. Je disais Mendes tout à l'heure à propos de 68. Mendes, la question se repose en 69. Michel ne veut pas, dès qu'il est candidat, la première chose qu'il veut faire, c'est aller voir Mendes. J'essaie de l'en dissuader, de lui dire que ça n'est plus la peine. Michel ne peut pas imaginer faire une campagne sans aller voir Mendes. J'emmène donc Mendes en voiture, j'emmène donc Michel voir Mendes. Je me refuse à monter avec lui, rue du conseiller Collignon, et il y va tout seul, et il revient abattu, en me disant non seulement il ne me soutient pas, mais il ne cache pas qu'ils vont annoncer bientôt le fait qu'il fait tandem avec Gaston Defferre pour cette même élection présidentielle. Évidemment, ça changeait un peu la donne, surtout pour Michel, parce que son père spirituel serait contre lui. Et pour nous, qui nous disions qu'est-ce qui va se passer quand on va annoncer officiellement que Mendes est le futur Premier ministre de Gaston Defferre. Ce jour arrive, je m'en souviens, c'est un matin qu'on apprend ça à la radio, et Agustin Albero, dont certains d'entre vous se souviennent, qui signé Christian Gersch dans la Tribune socialiste, m'appelle en me disant « Ça y est, Mendes s'est déclaré, je te rejoins, on va faire un communiqué à l'AFP tout de suite. » Et nous bricolons un communiqué, dont je me souviendrai toujours de la première ligne, que nous attribuons à Michel Rocard, et l'AFP va le reprendre immédiatement, qui commençait par faire dire à Michel Rocard « Je suis... » C'était pas désolé, c'est je suis. Quelque chose comme désolé. En tout cas, c'était la suite qui était importante de cette trahison. Bon, ça passe. Ça commence à être cité dans les radios. Rocard arrive, rue de Rivoli, absolument furibard. Et il dit, quel est le salaud, quel est l'imbécile qui a donné ce communiqué à l'AFP? Alors je dis, c'est moi. Ferme la
porte de son bureau en la claquant, je n'en sors plus pendant des heures. Je me dis, on va laisser Michel se calmer. Vers midi, un journaliste d'RTL, qui s'appelait Jacques Segui, qui suivait notre campagne, arrive, il débarque dans mon bureau, il me dit « Je suis désolé, j'ai pas été à la conférence de presse de Michel Rocard ce matin. » Il croyait qu'il y avait une conférence de presse. Et donc, j'ai pas en son Rocard disant ça. Ah ben je lui dis « Ça va pouvoir s'arranger. » Je l'amène dans le bureau de Rocard, je lui tends le communiqué de l'AFP et je lui dis « Il faudrait que tu lis ça, RTL, il voudrait le son. » Et Michel fait voilà, je suis triste d'apprendre cette désertion. Il a donc adoubé le texte félon. Seul RTL a eu le droit au son de cette déclaration historique. Et on n'a plus parlé de Mendes. Il y a eu le meeting du Palais des Sports. Un Palais des Sports plein, ce qui n'était pas absolument sûr pour le PSU. Plein, et là un effort militant formidable des Parisiens et de la région parisienne. Une salle formidable, jeune, vibrante, Ergon à la tribune, Bernard Lambert à la tribune. Et puis, tiens, quelques jours avant, Gisèle Halimi m'appelle et elle me dit je trouve formidable la candidature de Rocard, je veux parler au Palais des Sports. Je lui dis, et moi je ne la connaissais pas, je lui dis, écoute, tu sais, tu as une image qui fait que peut-être avec le public qui sera là, ça va pas très bien passer. Elle me dit, je m'en fous, je prends mes responsabilités, je veux en être. Nous faisons parler Gisèle. Et Gisèle commence son discours devant le Palais des Sports, devant 8000 personnes qui crient « Non à la social-démocratie ». Eh bien, à coup de féminisme et de socialisme, elle les a retournés. Comme quoi, de temps en temps, les grands orateurs savent faire les choses. Bref, grand moment au Palais des Sports. Il y avait les soutiens inattendus. Là, on a vu qu'autour de la personnalité de Rocard, et pas seulement des idées que nous défendions, il y avait possibilité de faire venir des gens. Et je me souviens, puisque je parlais d'RTL, tous les jours sur RTL, on faisait parler une personnalité pour chacun des candidats. Donc je devais donner tous les jours à RTL le nom de quelqu'un qui soutenait Michel. Alors un jour, il me dit c'est qui aujourd'hui? Alors c'était Louis Guillou, l'auteur du Sang Noir, de Crépure. Je lui dis c'est Louis Guillou. Il me dit mais qui c'est Louis Guillou? Nous retrouverons là le Michel littéraire que nous avons tous connu. J'ai constaté aussi ce qu'on a souvent vu ensuite, une solidarité générationnelle dans la presse, dans les médias, des gens qui étaient politiquement assez loin de nous et qui se sentaient quand même générationnellement représentés par Michel. Et puis il y a eu pendant tout ce temps-là, et surtout dans les 15 derniers jours, l'espoir de passer devant de fer. Tout le monde disait que notre campagne était formidable, que celle de Defer Mendes était nulle. C'était vrai pour la deuxième partie en tout cas, mais on n'est pas passé devant, 3,7 contre 5. Match de titan, perdu. L'élection partielle des Yvelines, les Frachons pourraient en parler beaucoup mieux que moi, puisque moi j'étais à Paris pour chauffer la presse, mais très peu dans les Yvelines. Je me souviens, oh non, j'allais parler d'un meeting ou deux, mais peu importe. Je vais parler simplement du soir de l'élection. Ça doit être chez les Frachons. Et on est là, c'est la joie intense de tous ceux qui sont là, qui ont participé un peu ou prou à la campagne. Et la joie s'exprime, j'ai peut-être mis ça parce que j'avais vu qu'il y avait réformisme ou révolution, par le fait qu'on chante l'international et que notre Michel, timidement quand même, lève le poing. Voilà. On chantait encore l'international dans les moments de joie. À un moment, Michel me dit, je vais quand même aller téléphoner à mon père. Je savais que son père le battait froid depuis très longtemps parce qu'il pensait qu'il était parti sur une voie sans intérêt. Et donc Michel se dit que le fait d'être élu député, ça va quand même peut-être un peu le faire plaisir. Et donc Michel fait savoir au papa qu'il est député. Il revient dépité de son coup de fil. Il me dit mon père m'a dit que ça ne changeait rien. Il y a ensuite la découverte du travail de député. La mise sur pied d'un groupe de travail pour aider à faire des amendements, des interventions. Certains sont ici, Pierre-Yves Cosset, Dominique Vallon, Patrick Peugeot, etc.
Voilà, un travail différent, découvert par notre Michel, qui s'y adonne en même temps avec délice. Et puis je vais terminer, puisque je suis au bout de mon temps de parole, et par 2-3 souvenirs sur le congrès de Lille. L'un pour dire, alors là, la claire volonté de rompre avec le gauchisme. Sur le thème, je vous le rappelle, parce que je vois que la plupart des visages que je connais ici étaient plutôt dans les autres courants. Sur le thème, il y en a marre. Il y en a marre de cette phraséologie, il y en a marre de sembler croire à cette révolution. Voilà. Il faut vraiment faire un parti qui soit dans le mouvement de masse, qui soit au coude à coude avec le mouvement syndical, qui soit un mouvement de transformation, mais arrêtons cette espèce de vulgate marxiste, etc. Parlons enfin vrai, et on ne peut pas défendre le parler vrai sans nous-mêmes écrire ce que nous croyons vraiment. À cet égard, je me souviens d'une anecdote, parce que ceux qui ensuite ont fait le chemin du Parti socialiste, ce dont je ne les félicite à titre personnel pas, vous l'avez revu ensuite largement. Mais nous avons découvert là que les textes n'avaient pas d'autre sens que de s'opposer entre nous. Et que, voilà, les textes avaient cette vertu quasi religieuse. On ne croit pas plus aux textes dans les religions, je pense, que chez nous. Un jour, on est chez Michel. Il avait changé, il était à l'époque à Montparnasse. Et ça sonne, on est 5 ou 6 en train de préparer des trucs pour Lille. Et c'est Bernard Lambert, qui était plutôt avec toi, Henri, qu'avec nous. Mais Bernard est un vieil ami de Michel. J'avais d'ailleurs l'occasion d'aller chez Bernard Lambert dans sa ferme avec Michel. Et il débarque et il lui dit, donc devant nous, il boit un coup avec nous et il nous dit écoutez, vous faites comme vous voulez au congrès, les amis, mais vous vous démerdez. Je ne veux pas qu'on vote la dictature du prolétariat, parce que moi, pour mes paysans, il n'en est pas question. Ben, on lui dit mais t'as dit ça dans ton courant? Ben, il dit oui, mais ils veulent le garder. Et alors, il fallait qu'on aille au Congrès pour permettre à Lambert de ne pas avoir, pour le cas où ce serait leur texte qui passerait, la dictature du prolétariat. Remarquez, on a failli faire mieux. Je suis allé dîner à un moment avec des étrangers, des choses comme ça, pendant le Congrès, et je reviens de ce dîner, et je tombe sur Lucio Magri, qui représentait le Manifesto. Et Magri me dit, mais tu n'étais pas là? J'ai dit non, j'étais allé dîner. Il me dit, mais tu as loupé un grand moment. Vous venez de refuser à 53 ou 54% la lutte armée. Bon, c'était ça quand même aussi, le PSU, et c'était contre ça aussi, les batailles de Michel Rocard. Je termine par ce dernier souvenir de cette période. Le boulot que ça a été d'arriver, je le dis d'autant plus que moi je n'ai pas voulu être dans la direction nationale à l'époque, parce que comme j'avais hésité à aller au PSU, j'avais pas envie d'être dans une direction politique encore quelques années après, mais il a fallu constituer un bureau national, etc. Et nous étions à Paris, et c'était à Paris que se tenaient nos réunions, et la Fédération de Paris et ce qui était autour nous étaient très largement hostiles. Et donc il a fallu prendre sa mallette, j'étais de ceux qui l'ont prise, pour aller convaincre des Claude Évin, Alain Ranoux, quelques autres, de les supplier même, de monter à Paris au bureau national. Certains d'ailleurs étaient sidérés qu'on pense à eux. Ils n'avaient pas à l'époque pensé, s'ils sont là, je ne dis pas que c'était essentiel, mais enfin qu'une de leurs vertus était d'être provinciaux et d'accepter de monter à Paris. Donc voilà les souvenirs que je voulais vous raconter. J'espère que vous y avez retrouvé un peu votre Michel Rocard à vous, que vous ayez été à l'époque rocardien ou anti-rocardien. Il me semble que moi, il y a dans tout ça, alors il y a des changements de cap, mais il y a un vrai fil rouge, au-delà de la dimension personnelle, de la chaleur militante du personnage, de l'amitié avec les gens, du goût de l'échange permanent avec ses amis. Il me semble qu'il y a politiquement un fil rouge qui est précisément celui de reconstruire la gauche, mais en même temps de le reconstruire à partir d'une vraie écoute de la société
et de la volonté de faire vivre la société dans toutes ses vraies dynamiques. Voilà, merci.